La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Coucou la caméra automatique qui me suit. Voilà, je me doutais qu'elle allait me suivre. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous allons... là, on profite, on déconne un petit peu, parce qu'après, on ne va pas déconner du tout. C'est un sujet extrêmement grave qui va nous préoccuper pendant une petite heure. Il va s'agir de discuter des enfants français détenus en Syrie, fils de djihadistes, et Marie Dosé, comme vous le savez probablement, se bat pour leur rapatriement. Et donc l'idée, c'est... je sais pas ce que ça donne, là. C'est bon, là, ou pas? Dans la cuisine d'Auposte, ouais, c'est ça. Alors, on va faire le... Alors, je vous propose, Marie, de vous mettre ici. Voilà. Alors, comme ça, vous pensiez que c'était au 5e étage? J'étais perdue au 5e étage. Ensuite, je me suis perdue au 3e étage. Ouais. Donc voilà, je me suis perdue pendant 10 minutes. Mais comment se fait-il qu'une avocate aussi redoutable que vous n'arrive pas à trouver une pièce? Je me perds depuis toujours. Ah, c'est vrai? Je n'ai aucun sens de l'orientation. Ah, c'est vrai? Oh la vache, incroyable. Bon, vous êtes la bienvenue, je suis très heureux de vous recevoir. Ça faisait 1 an ou 2 qu'on en parlait tous les deux. Là, il faut que je trouve mes petites notes pour faire la présentation. Voilà, là vous êtes bien installés, tout va bien? Parfait. J'ai vu là, enfin c'est Nayan qui a vu, Nayan qui est avec moi, Le Monde vous surnomme l'avocate du diable. Oui, alors j'ai une sainte horreur de ce portrait, en fait. Eh ouais. Mais voilà. Il existe. Il existe. Au départ, ce portrait s'appelait L'insurgé du barreau. Et comme c'est pas assez racoleur ni vendeur, il a été appelé l'avocat du diable. Ce que je trouve assez immonde par rapport à ceux que je défends. Parce que l'angle de ce papier, c'était justement les enfants. Ah, d'accord. C'était ça l'angle à l'époque. Ouais. Puisque je sortais mon livre qui s'appelait Les Victoires de Daesh, dans lequel je m'insurgeais sur le sort qui était fait à ces enfants. Et donc, c'était l'avocate qui demande le rapatriement de ses enfants, qui est un petit peu seule dans ce combat, même si elle est entourée de confrères merveilleux. Bon, je l'incarnais en tout cas. Ouais. Et donc, j'incarnais l'avocat du diable, ce que je trouve à proprement parler dégueulasse. Parce que ce sont des enfants qui sont des victimes de guerre. Et donc, que moi, on me taxe de diable, je m'en moque, mais alors à un point, vous n'imaginez pas. Ouais. Dans ce portrait, par exemple, il y a un confrère anonyme, bien sûr, qui dit cette petite provinciale starifiée et rigidifiée. Vous voyez, je l'ai encore ce terme, parce que quand même, tout ça, je m'en moque, ça n'a aucune importance. Mais le diable, c'est qui dans ceux que je défends? Ce sont ces enfants. Donc, c'est terrible, parce que qu'on ne me connaisse pas, qu'on me peinturlure comme on le souhaite, peu importe, mais qu'on s'attaque à des enfants pour assumer un titre aussi racoleur que l'avocat du diable, c'est moche, quoi. Parce que moi, j'avais cru que c'était un clin d'œil à Jacques Vergès, qui s'auto-proclamait l'avocat du diable, qui avait fait une autobiographie intitulée comme ceci. Oui, mais parce que Jacques Vergès était dans la défense de rupture. De rupture, oui. Moi, j'ai pas le sentiment d'être dans la défense de rupture. Vraiment pas. J'ai surtout le sentiment, alors ces dernières années encore plus, que nous sombrons petit à petit dans un populisme crasse et que la seule façon pour moi, avec ma robe, de résister à ce populisme crasse, c'est de défendre l'état de droit. Donc j'ai vraiment pas le sentiment d'être dans une défense de rupture. C'est plus compliqué que ça. Jacques Vergès n'est plus là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il aurait pu aujourd'hui assumer une telle défense. Moi, je suis pas sûre que ce soit la plus efficace. Je vais démarrer l'émission pour laquelle vous êtes ici, parce qu'il y aura a priori une deuxième émission avec vous, on a convenu ça, pour la sortie de votre prochain livre, où on parlera un peu plus de vous, de votre travail,
et du côté diabolique qu'on vous cause, mais pas sur les enfants. Ils ont entre 5 ou 6 ans prisonniers dans des camps en Syrie. Leur tort, être nés de parents, souvent des pères, accusés de terrorisme ou d'avoir servi Daesh. Avocate du collectif Famille Unie, Marie Dosé, qui vient d'avoir son café, se bat pour leur... Je peux en refaire, si vous voulez. Se bat pour leur rapatriement. Elle a fait condamner, vous avez fait condamner la France par la Cour européenne, par le Comité international des droits de l'enfant, par le Comité contre la torture des États-Unis. Aujourd'hui, vous estimez que la chute d'Assad offre une occasion inespérée de faire revenir ces gamins et leur mère. Et vous allez nous dire pourquoi. C'est la raison pour laquelle vous avez accepté de venir ce matin. Alors d'abord, j'aimerais... qu'on commence par le début. Qui sont ces enfants ? Qui sont ces enfants ? On a le temps de bien raconter. Qui sont-ils ? Quel âge ont-ils ? Je reviens sur ce que vous venez de dire. Pardon ? Sur les pères. Ce ne sont pas des enfants dont les pères sont partis rejoindre Daesh. En fait, je vais vous dire qui sont ces enfants. À partir de 2012, 2013, mais surtout 2014, des centaines de Françaises et de Français ont rejoint la Syrie et ont rejoint l'organisation terroriste Daesh. Certains avant la proclamation du califat, d'autres après, mais beaucoup moins nombreux. Voilà. Certains sont partis avec leurs enfants, qui étaient en très très bas âge. D'autres, sont partis, parfois des femmes seules, parfois des hommes seuls, sont partis en Syrie, se sont mariés sur place, parfois à d'autres Français, parfois à des personnes étrangères, et ont eu des enfants en Syrie. Tous ces enfants sont français. Pourquoi ? Parce que la loi française est celle-ci. Dès l'instant où vous êtes né d'un parent français, vous êtes français. Que vous soyez né à l'étranger, que vous soyez né d'un parent qui n'est pas français, dès l'instant où votre mère ou votre père est français, vous êtes français. Donc tous ces enfants qui ont été emmenés là-bas sont français. Tous ces enfants qui sont nés là-bas sont français. Et voilà, on en a. Alors, on aura le temps d'en parler, mais il y a aussi certains enfants, et il ne faut surtout pas les oublier maintenant, qui sont nés en France de parents étrangers en situation régulière. Par exemple. Régulière ou irrégulière ? Régulière. Par exemple, des parents qui soit avaient le statut de réfugié, soit avaient une carte de résidence, soit étaient en France depuis 20 ans, 30 ans sans avoir la nationalité française, ont eu des enfants en France, qui sont nés en France, des enfants qui ont été scolarisés en France, qui ne connaissent que la France, qui ne connaissent d'ailleurs pas leur pays d'origine, et dont les parents les ont emmenés en Syrie. Ceux-là auraient eu la nationalité française automatiquement si les parents les avaient laissés en France, s'ils avaient grandi en France jusqu'à leurs 13 ans. Mais comme ils ont été emmenés avant leurs 13 ans, ils n'ont pas la nationalité française. Ceux-là, évidemment, qui ne connaissent que la France, qui n'ont pas choisi d'être emmenés en Syrie avant leurs 13 ans, doivent être aussi rapatriés. Donc voilà, c'est un combat qui concerne ces enfants et évidemment leurs parents et surtout leur mère. On va parler de ce choix français qui a été très fluctuant, mais il n'est pas question de ramener des enfants sans leur mère, sauf à cumuler du traumatisme et sauf à les faire souffrir encore plus. Enfin, ils ont une histoire. Donc, pour que je comprenne bien, sur la proportion des enfants, il en reste combien à peu près déjà ? Alors, des centaines. Je veux juste commencer par le commencement. Oui. Depuis le départ de ces Français, de ces Françaises, de ces enfants avec leurs parents, et il y a eu des centaines et des centaines de retours en France. On n'est pas en train de découvrir le problème. Depuis 2013-2014, il y a d'abord tous ces gens qui ont fui Daesh, qui sont arrivés en 2013 et puis qui en 2014 décident de rentrer en France parce que c'est n'importe quoi. Je rappelle qu'à cette époque, on ne judiciarisait même pas, notamment les femmes. Quand en 2013, une femme partait puis qu'elle rentrait en 2014, il n'y avait même pas de mise en examen. Moi, j'ai connu ça, j'ai vécu ça. C'est petit à petit qu'on a considéré que non. C'est 2015. Oui, le basculement, c'est 2015, on peut le comprendre. Ah, mais en tout cas, voilà. Donc il y a eu des dizaines et même des centaines d'enfants qui sont de toute façon rentrés de Syrie. Maintenant, janvier, février, mars 2019, c'est la chute de Baghuz. C'est la fin de l'État islamique. Vous avez tous ces étrangers qui sont à Baghuz,
sous les bombardements et qui, petit à petit, vont sortir de Barouz, le dernier bastion de l'État islamique, février-mars 2019, et vont être récupérés par les Kurdes qui vont emmener les hommes dans les prisons et les femmes et les enfants dans des camps. C'est ce qui se passe en février-mars 2019. La vérité, c'est que personne n'imaginait qu'il y aurait autant de monde. C'est qu'on pensait qu'il allait rester peu de survivants et qu'il y en a eu énormément. Et là, on est sur 300 enfants français et leurs mères, et on est sur 70 hommes français qu'on va emmener dans les prisons. Donc, moi, je me souviens très bien. Et ça a commencé dès 2017-2018, parce qu'avant la chute de Barouz, il y avait des femmes qui se rendaient aux Kurdes avec leurs enfants. Des familles françaises qui disaient voilà, on est français, on veut rentrer en France, on se rend. On n'attend pas la chute de Barouz pour. Moi, la première fois, j'ai une grand-mère qui vient à mon cabinet, on est en 2018, avant la chute de Barouz, qui me dit ma fille s'est rendue aux Kurdes, elle est dans un camp du nord-est syrien avec ses 2 enfants. La petite fille devait avoir 2 ans et le gamin quelques mois. J'ai besoin d'un avocat pour obtenir son rapatriement. Et je me souviens lui avoir dit, en 2018, il y a 7 ans, enfin, madame, vous n'avez pas payé un avocat pour ça, c'est complètement débile. Mais vraiment, je dis, mais attendez, votre fille, elle est française. Vos petits-enfants, ils sont français. Ils sont au nord-est syrien. Le nord-est syrien, ça n'est pas un État souverain. C'est un territoire autoproclamé par les Kurdes. Les Kurdes ont décidé que ça leur appartenait, mais ça n'a aucune existence légale, c'est pas un État souverain. Votre fille, elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international français. Il y a un juge d'instruction antiterroriste qui instruit son dossier depuis son départ 2014 jusqu'à aujourd'hui 2018. Donc, évidemment que la France va rapatrier votre fille. Moi, je peux bien vous aider à rédiger une lettre pour le Quai d'Orsay, si vous avez du mal à l'écrire, et puis on s'en tient là. Quand vous dites, Marie, la France va rapatrier votre fille et vos petits-enfants, sous prétexte judiciaire ou humanitaire? Alors, c'est drôle parce que c'est les deux. C'est-à-dire que, pour moi, la question ne se posait même pas. En droit, dès l'instant où une femme française demande à rentrer dans son pays, où en plus elle est judiciarisée, où des magistrats l'attendent et où un mandat d'arrêt international doit lui être notifié, alors même que ses enfants sont en zone de guerre, en danger et sont français, en droit et en humanité, il n'y avait même pas de question qui se posait. Et d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, c'est que la question... Je me méfie toujours quand un avocat me dit... c'est vrai, vous avez raison. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous avez raison. Mais ça, c'est une vérité qui appartient plus à l'État français qu'à l'avocat. La réalité, c'est que tous devaient être rapatriés. En février 2019, au moment de la chute de Barouz, moi, le plan de rapatriement, je l'ai eu. Je ne vous dirai pas comment, mais je l'ai eu. Je l'ai eu, il est au cabinet. C'est-à-dire que tout le monde devait rentrer. Et Nicole Belloubet, à l'époque, le disait officiellement. Le ministre de l'Intérieur de l'époque le disait officiellement. Ils sont d'abord français avant d'être djihadistes. Madame Nicole Belloubet, qui était garde des Sceaux à l'époque. Garde des Sceaux, qui disait « Nous avons fait le choix de la responsabilité, donc du rapatriement. » Et le plan de rapatriement, il est extraordinaire. Il y a 2 avions prêtés par les États-Unis. Vous avez une colonne. Avion numéro 1, avion numéro 2. Vous avez les noms, prénoms, date de naissance de tout le monde. Les femmes, les enfants, leur lieu, leur localisation, Camp Roche, Camp Halol, la date d'entrée dans le camp, le numéro d'avion dans lequel elles vont arriver, avec les enfants. Et puis à la fin, vous avez même alors tant de garde à vue, pour l'ASDAT, ça fera tant de personnes, pour la DGSI, ça fera... C'était comme ça, tout était prévu, tout était prêt. En février 2019, tout était prêt, tout le monde devait rentrer. Et que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est BFM TV. C'est d'abord la responsabilité de BFM TV, qui ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer par la suite, mais enfin quand même, qui a l'information de ce rapatriement, qui va la donner, et pour des raisons de sécurité, les autorités françaises vont dire on décale, on reporte. Pour des raisons de sécurité. On ne peut pas faire revenir tout le monde alors même que l'information est divulguée, c'est trop dangereux. Donc, il va y avoir un report de ce plan de rapatriement. Entre-temps, d'autres journalistes ont la bonne idée, c'était à l'époque, je crois, Le Figaro et Radio France, dans mon souvenir, d'organiser un sondage absolument dégueulasse, où la question posée aux Français, aux sondés, était préférez-vous que nous fassions tout ce qui est en notre possible pour que les enfants grandissent là où ils se trouvent, ou qu'ils rentrent
ou qu'ils rentrent en France. Une question complètement absurde, eu égard au fait que ces enfants étaient en train de crever littéralement dans les camps. La réponse à 75%, ou je ne sais plus, 70% était on préfère qu'ils grandissent très bien en Syrie et en Irak. Et donc, le choix politique a été oh là là, courage, fuyons, attendons encore un peu, parce que visiblement, les Français ne sont pas prêts. Puis après, ça va très vite. Après, vous avez les gilets jaunes, après, vous avez la crise sanitaire, et vous avez un quinquennat qui fait qu'un président de la République est quand même celui qui prend cette décision, est nécessairement en campagne présidentielle 1 an ou 2 ans avant la fin de son mandat, et vous avez une enfance broyée dans les camps, parce qu'un quinquennat, c'est 5 ans, et la petite enfance, c'est 5 ans aussi. Donc, moi, avec d'autres confrères, évidemment, hein, mais il a fallu qu'on saisisse. Moi, je me souviens très bien de ce jour où j'ai enfermé mes collaboratrices dans un bureau en disant on ne sort pas de ce bureau tant qu'on ne trouve pas un biais juridique. On ne peut pas continuer comme ça. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour faire du droit, et on ne peut pas laisser ces enfants crever. Donc, on a saisi d'abord le Comité international des droits de l'enfant, puis le Comité contre la torture des Nations Unies, puis la Cour européenne. En droit, c'est un petit peu agaçant en droit, mais quand même, ça reste encore la plus belle arme. Il a fallu qu'on réunisse beaucoup de familles. Pourquoi ? Parce que si vous saisissez le Comité international des droits de l'enfant, vous ne pouvez pas saisir la Cour européenne. La même famille ne peut pas saisir la Cour européenne. Donc il a fallu répartir les familles dans nos saisines. D'abord, les familles, je parle des grands-parents, des oncles et des tantes, et j'y reviendrai. Oh oui, bien sûr, on va en parler. Voilà. Et donc on a d'abord épuisé les voies de recours, puisque vous savez qu'il faut épuiser les voies de recours avant d'arriver devant les comités onusiens ou devant la Cour européenne. Donc épuiser les voies de recours avec ces juridictions administratives, et qui continuent, on va y revenir, qui nous expliquaient que c'est un acte de gouvernement. Donc, le politique fait ce qu'il veut. L'acte de gouvernement, c'est ça. Ce que dit la juridiction administrative en France, c'est le refus de rapatrier est un acte de gouvernement, donc insusceptible de recours devant les juridictions. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Arrivé devant le Conseil d'État, on a pu saisir qui les comités onusiens, qui la Cour européenne. Mais tout ça a pris un temps fou, notamment à cause de la crise sanitaire. Parce que le temps d'examen de la Cour européenne a été très long, l'activité a été extrêmement ralentie, même chose pour les comités onusiens, et donc on est arrivé tardivement, notamment devant la Cour européenne, qui effectivement, vous l'avez dit, a condamné la France, et puis tardivement également devant les comités onusiens, même s'ils ont condamné la France avant la Cour européenne. Eurial, dans le chat, qui est la modératrice, a retrouvé le sondage. 2 tiers des Français souhaitent, alors donc on est d'accord, 2 tiers des Français, c'est 2 tiers des sondés, hein, souhaitent que les enfants de djihadistes français restent en Irak et en Syrie. C'était le 28 février 2019. Hein, donc là, on voit bien évidemment que dans l'énoncé, il y a la dénonciation. Mais de toute façon, je veux juste dire une chose aussi sur la sémantique. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais l'épuisement devient de la colère. Enfants de djihadistes, enfants de Daesh. Au début, on était carrément sur enfants djihadistes. Oui. D'accord ? Hein ? Le grand progrès, n'est-ce pas, en 7 ans, c'est que maintenant on dit enfants de djihadistes. On a parlé des enfants de collabos. Est-ce qu'on a traité les enfants des collaborateurs entre 42 et 44 d'enfants de collabos ? Depuis quand l'enfant grandit sous le prisme et sous le vocabulaire du crime de ses parents ? Depuis quand on fait ça ? Moi, ça me rend dingue, j'en peux plus d'entendre enfants de djihadistes. Si vous voulez les appeler enfants d'eux, appelez-les les enfants des camps. Parce qu'effectivement, ils ont grandi dans des camps. Mais je reconnais que j'ai eu beaucoup de mal à titrer cette émission, à même faire l'introduction, parce que je ne savais pas comment les nommer. Donc, mais ce sont des victimes de guerre et ce sont les enfants des camps. Appelez-les les enfants des camps syriens. Enfants des camps syriens. Bien sûr, ce sont des enfants des camps. Je vais vous dire une chose, quand ils arrivent dans les camps, en janvier, février, mars 2019, 90% de ces enfants, écoutez-moi bien, ont moins de 6 ans. Les 2 tiers n'ont pas 3 ans. Et beaucoup naissent dans ces camps. Alors, vous savez, quand on vous dit, mais vous vous rendez compte, ils sont radicalisés, ils ont grandi sous Daesh, on leur a inculqué, 90% d'entre eux n'ont pas 6 ans. Les 2 tiers n'ont pas 3 ans. Et beaucoup sont nés dans les camps. Ce sont les enfants des camps. Je peux plus, moi, enfant de djihadiste, enfant de Daesh, enfant de djihadiste. C'est insupportable, en fait. Insupportable. Et pourquoi sont-ils dans ces camps ? Parce que la France refuse de les rapatrier. Voilà pourquoi. Il y a d'abord, d'un côté, toutes celles qui ont demandé dès le début, dès février 2019, à rentrer, et qui sont rentrées 3 ans plus tard.
4 ans plus tard, parce que la France a refusé de les rapatrier. Donc c'est la responsabilité de la France que ces enfants aient passé 4 ans dans les camps, sous cette violence-là, sous cette misère-là, sous cette douleur-là. Et puis il y a celles dont les mères veulent rester là-bas. C'est la responsabilité de la France de rapatrier les enfants et les mères malgré tout. Parce qu'il y a certains enfants qu'il faut sauver des mères. On est là pour ça aussi. On va aussi parler de ça. Vous avez un peu de temps, maître? Oui. J'adore appeler les avocates et les avocates maîtres. Combien d'enfants dans ces camps et combien sont morts dans ces camps, vous demande Sorcière? Morts de faim, morts de maladie? Alors, je veux pas il y a des moments où j'ai pas envie de différencier les enfants français des autres. Des centaines d'enfants sont... Ça fait partie de la difficulté à titrer. Bien sûr, je comprends. Voyez, des centaines d'enfants sont morts à Barouz et dans les camps. Des centaines, d'accord? On n'arrive même pas à les chiffrer. Il y a eu, on le sait, 2 enfants, au moins, français, qui sont morts dans les camps. Il y a aussi une mère, je tiens à le rappeler parce que cette histoire, je pense qu'elle me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Une femme est rentrée dans un camp avec une petite fille, que je vais appeler, j'ai toujours du mal, parce que les vrais prénoms me viennent, que je vais appeler Sana, une petite fille, que je vais appeler Sana, qui, quand elle arrive dans le camp, elle est toute petite, elle a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Cette femme était très très malade. Pendant 3 ans, sans faillir, j'ai demandé le rapatriement de cette mère en disant « Elle est en train de mourir devant sa fille sous la tente ». Je suis allée jusqu'à l'Élysée. Je suis allée jusqu'à montrer les photos des bras de cette femme qui était bleue. Et quand je vous dis bleue, c'était la couleur bleue. Je pense qu'en tout, j'ai dû demander son rapatriement à 42 reprises. Lorsque la France est allée chercher les orphelins, ils sont passés devant cette tente, ils ont laissé cette femme et cet enfant dans cette tente. Cette femme est morte dans ce camp, devant sa fille. Sa petite fille a enterré sa mère à quelques mètres du camp. La France a mis 8 mois à rapatrier cette orpheline qu'elle a fabriquée, parce que c'est la France qui a fabriqué cette orpheline. Elle a mis 8 mois à la rapatrier, elle l'a laissée dans le camp 8 mois, dans une tente, seule à côté de sa mère. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment ce pays a pu faire preuve d'une inhumanité aussi crasse. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on fabrique. Et tout ça, il faut que ce soit écrit un jour dans les livres d'histoire. Parce que si c'est comme ça qu'on lutte contre le terrorisme, on n'a pas fini d'en fabriquer du terrorisme, je vais vous le dire. Donc, des centaines d'enfants sont morts, et à Barouz, et dans les camps. Quelques enfants français sont morts également. Des Françaises sont mortes. Moi, je rencontre aujourd'hui, puisque je suis évidemment allée en Syrie, un gamin qui a été emmené par sa mère en Syrie, dont la mère française donc, est morte dans le camp du nord-est syrien. Et puis surtout, c'est la souffrance. Quand vous allez là-bas, j'y reviendrai, mais quand vous allez là-bas, vous avez des mômes qui ont parfois 7-8 ans et qui ont l'air d'en avoir 5. 9-10 ans et qui ont l'air d'en avoir 6. Ils sont rachitiques. Ils sont très mal en point. Ce sont des hivers extrêmement durs sous des tentes. Ils ne mangent pas à leur faim. Et puis vous imaginez une enfance entourée de barbelés. Il y a une petite fille qui est née dans le camp, elle a 6 ans aujourd'hui. C'est beau, hein? Elle est née dans ce camp, elle a 6 ans aujourd'hui. Et elle me dit, quand je suis arrivée, mais j'y reviendrai après, elle me dit, il est où ton avion? Je lui dis, mais mon avion, tu sais, il est très loin, il est très loin. Elle me dit, oui, mais il est dans quel camp? Et j'ai compris que pour cette petite fille, le monde était une succession de camps, puisqu'elle n'a jamais rien vu d'autre que le camp. Petite fille, elle vous parle de la Tour Eiffel. Elle me demande si j'habite dans la Tour Eiffel. Je dis, quelle honte. Mais comment on peut encore supporter ça? Et moi, ce que je constate, c'est que personne ne bouge. Enfin, ça fait quand même 6 ans, 7 ans qu'on essaye de rameuter un peu des politiques, de gauche d'ailleurs. Mais vous sentez le silence sur cette question? Enfin, moi, je suis atterrée notamment... Quelles sont les explications de ce silence? Non, mais j'en sais rien, moi, c'est à eux de le... On va pas me dire qu'ils sont pas informés. Hein. Le nombre de parlementaires
et notamment de gauche, hein, d'extrême gauche, les LFistes, etc., qu'on a essayé de mobiliser sur cette question. Alors certains ont fait ce qu'ils ont pu, ou en tout cas ont tenté de mobiliser, mais force est quand même de constater que personne politiquement ne s'est saisi de cette question dans l'opposition. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu un sondage qui dit que 70% des Français ne sont pas d'accord, c'est ça ? J'en sais rien. Mais c'est honteux. C'est honteux. Le peu de mobilisation politique sur une question comme celle-là, elle fait aussi partie de l'histoire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Les autorités, puisque manifestement vous avez non pas des liens, mais des relations, des rendez-vous, vous en avez eu qui étaient plutôt fructueux jusqu'en 2019, puis tout d'un coup, il n'y en a plus pour à peu près les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez eu d'autres raisons ? Est-ce qu'on vous a lâché le morceau en vous disant ça s'en souffre ? Voilà, on ne peut pas, ça s'en souffre, ce serait trop compliqué à faire comprendre à la population que c'est un risque à prendre. Pour le coup, je me fais l'avocat du diable. Ce serait un risque à prendre. C'est politiquement ingérable. Est-ce qu'on vous a dit ça un jour ? Non, c'est plus compliqué que ça. D'abord, comme je vous l'ai dit, en 2019, je saisis tous les comités onusiens avec d'autres confrères, évidemment, et la Cour européenne. Et dans cette attente-là, dans l'attente de voir condamner la France, je milite, je fais du droit, mais il faut bien que je milite pour le rapatriement. Henri Leclerc a été un allié merveilleux pour ça, je tenais à le dire, parce qu'Henri, c'était ça aussi. Voilà, c'était quelqu'un, sur des sujets comme ça, qu'on appelait et qui était là le lendemain. Vous avez eu le bonheur de faire votre stage chez lui, hein, c'est ça hein ? Ouais. Henri Leclerc, immense avocat. Il me manque énormément. Il nous manque à tous. Absolument. Et sur la fin, Henri Leclerc ne pouvait pas ne pas pleurer en évoquant cette question. C'est vraiment quelque chose qui le bouleversait, qui le mettait certes en colère, mais qui le bouleversait aussi. Bref. En 2019, j'ai donc régulièrement, je vous le dis, des rendez-vous à l'Élysée. Parce que Emmanuel Macron décide d'une politique du cas par cas. Hein ? Alors, le cas par cas, c'est je décide, nous décidons, la France, moi en l'occurrence, que nous allons rapatrier certains enfants, mais pas d'autres. Alors, c'est le fait du prince, les enfants les plus isolés, en souffrance, etc. Donc, les orphelins, à un moment donné, il y a même eu une question d'âge, d'accord, les orphelins, mais jusqu'à quel âge ? Parce que les orphelins de 12 ans, c'est quand même... Les orphelins petits, qui souffrent, en fait, les enfants qui risquent de mourir, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'une femme qui meurt, visiblement, ce n'était pas très grave, mais un enfant, ça aurait été un peu plus embêtant. Bon, bref. Donc, il faut absolument qu'on rapatrie les enfants au cas par cas, qui risqueraient quand même de décéder dans les camps. Donc on va en rapatrier certains. On va organiser comme ça, ils vont organiser des opérations de rapatriement. Donc moi, mon premier sujet déjà, c'est de faire remonter des informations sur les enfants qui sont dans des espèces d'orphelinats dans ces camps, des orphelinats qui sont effectivement des lieux absolument terribles. Hein. Les Kurdes font ce qu'ils peuvent dans ces camps à ce moment-là. Mais voilà, le cas par cas, c'est ça. C'est-à-dire que toi, je te sauve. Toi, par contre, t'as pas de chance. Ta mère est vivante. T'es pas orphelin. Tu restes là et tu crèves. C'était quand même ça, l'histoire. D'accord ? Mais quand vous dites « je vais à l'Élysée », vous voyez qui exactement ? Je voyais la conseillère, à l'époque, la conseillère justice d'Emmanuel Macron. Et je lui fais remonter les informations. Et je lui dis, vous ne pouvez pas continuer à sélectionner les enfants que vous sauvez. Et vous ne pouvez pas décider de ceux qui restent. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai fait ce travail-là jusqu'à acculer la France à rapatrier après les condamnations. Mais pendant des années, j'ai fait remonter les informations sur celle-ci va mourir, celle-ci est très malade, celui-ci va... Voilà. Je vais même vous dire une chose. À un moment donné, la France a ouvert la possibilité à certaines femmes de rapatrier les enfants sans aide. Moi, et j'étais contre ça, mais qui suis-je pour être contre ça ? J'étais en relation avec les mères toute la nuit. 2019-2020, je n'ai pas beaucoup dormi. Parce qu'elles avaient caché les téléphones, qu'elles enterraient le jour, et elles arrivaient à m'appeler la nuit. Certaines femmes m'expliquaient, j'ai 5 enfants, les grands sont en train de manger la part des petits, j'arrive plus à les nourrir. Vous demandez le rapatriement des 2 grands et je garde les 3 petits. Parce que ça va être trop dur la séparation. Et moi, je me souviens d'aller voir les autorités
française en disant « mais vous pouvez pas faire ça ». Vous imaginez, ces gosses, ils ont vécu Barouze. Ça fait 1 an, 2 ans qu'ils vivent 24 heures sur 24 avec leur mère et leurs petits frères et sœurs. Je dis, rapatrier tout le monde, quoi. Et ils ont fait ça. La France a fait ça. Des fratries ont été séparées. Moi, j'ai suivi ces gamins. Vous imaginez des gamins tous les matins qui se lèvent en sachant leur mère sous la tente avec leurs petits frères et sœurs en train de crever. Pardon, en ne sachant même pas s'ils sont morts ou vivants. Mais en sachant très bien ce qu'ils endurent parce qu'ils ont enduré la même chose pendant 2 ans. Sans aucune nouvelle d'eux. Dans un pays, la France, où à l'école on apprend liberté, égalité, fraternité. Ah mais... Non mais c'est complètement délirant. Je sais pas si on se rend compte du traumatisme que la France a ajouté au traumatisme avec lesquels ils sont rentrés. Mais c'était d'une violence. Et en même temps, qui étais-je moi pour dire à la mère « non, faites pas ça hein ?» Du haut de... non mais je veux dire... Non mais c'est horrible. Hein. Donc ça a duré des années. On a sauvé au cas par cas des enfants orphelins qui étaient en train de mourir. On a accepté, pour quelques mères, que les enfants soient rapatriés sans Je ne veux absolument pas accabler cette conseillère justice. Là, c'est plus la situation. Comment des gens peuvent faire ces choix-là? Je vais vous dire. C'est quoi? C'est au nom de la France? C'est au nom de quoi? Alors moi, je vais vous dire, cette conseillère justice, elle a fait ce qu'elle a pu, j'en suis certaine. Bien sûr. Et je suis certaine aussi qu'au fond d'elle, elle était tout à fait d'accord avec moi. La question n'est pas celle-là. La question est qu'au niveau présidentiel, il y avait un refus clair, net et précis. Dicté par des conseillers peut-être, mais tant que la France n'était pas acculée à le faire, il ne le ferait pas parce que c'était pas populaire. C'est tout. Je pense qu'il y a un vrai problème sur les valeurs universelles, sur les principes, et puis un vrai problème de courage politique. Enfin, je veux dire, c'est tout. C'est-à-dire que quand François Mitterrand, je le dis souvent, mais c'est la même chose. Quand François Mitterrand, juste au moment du second tour, la dernière question qu'on lui pose, c'est « Monsieur le Président, une grande majorité des Français est contre l'abolition de la peine de mort. Allez-vous vraiment l'abolir ?» Il répond « Non seulement je vais l'abolir, mais je serai président de la République. » Oui, mais c'est vrai. Et je pense aussi qu'un peuple, il a besoin de sentir qu'un président de la République, c'est celui qui prend la distance avec lui. En tout état de cause, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est réfugié dans ce refus et c'est devenu un piège. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu ça aussi. Excusez-moi, mais moi j'ai senti ça. C'est-à-dire que il a refusé pour de mauvaises raisons, dicté par un sondage. Et après, comme j'ai saisi la justice et qu'il a fallu qu'il se défende, que la France se défende face à la justice, ils n'ont pas pu sortir l'argument du « on a fait ça parce que politiquement, c'était pas rentable ». Et moi, je me suis retrouvée devant la Cour européenne avec des représentants du Quai d'Orsay, je ne sais même plus combien ils étaient, qui quand même nous ont assuré on ne pouvait pas rapatrier, on ne peut pas rapatrier, c'est beaucoup trop dangereux, vous comprenez? Pendant que la Belgique rapatriait, au même moment où la Belgique rapatriait. Donc, comme on les a acculés judiciairement par nos condamnations à rapatrier, pendant des années, ils se sont défendus de ne pas l'avoir fait, mais ils ne pouvaient pas dire la vraie raison. Ils ne pouvaient pas dire, non, bah, vous comprenez, politiquement, c'est pas rentable. Donc, ils ont inventé n'importe quoi. Et ils se sont piégés comme ça, au détriment de centaines de gosses. Plusieurs choses dans ce que vous dites. Est-ce que toute comparaison n'est jamais toujours bien fiable, mais quand même, est-ce que, par exemple, vous touchez du doigt ce que Hannah Arendt avait appelé la banalité du mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur cette idée de je fais partie d'un roi, je ne sais pas. Je pense que il y a nécessairement tout un travail philosophique, sociologique, à faire sur ces questions-là. Et moi, j'essaye de me cramponner au droit. J'ai des réponses, mais qui me concernent moi. Et que peut-être j'écrirai un jour. Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Il en reste 120.
Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. On va attendre un peu. On va attendre. Vous reviendrez alors pour donc cet autre bouquin. Mais je vous assure que je suis persuadée que cette histoire... Le plus beau titre, c'est un documentaire qui a été produit par Fabienne Servan-Schreiber. La réalisatrice, d'ailleurs, a eu un prix, qui s'appelle « Les enfants fantômes ». Ce que je sais, ce que j'ai éprouvé, c'est que le politique, et en l'occurrence le pouvoir présidentiel, a tout fait pour que ce sujet n'en soit pas un. A tout fait pour transformer ses enfants en enfants fantômes. Et il y est presque parvenu. Sauf que les grands-parents ne les lâcheront jamais. Mais très franchement, quand on regarde ce scandale d'État et qu'on analyse le peu de retentissement qu'il a autour de nous, on se dit quand même que le pouvoir présidentiel a gagné la partie. Qui aurait pu croire que la France, un jour, laisserait 300 en 2019, en zone de guerre, dans des camps, alors qu'ils ont tous moins de 6 ans, et qui sont des victimes du choix de leurs parents. Qui aurait cru ça? Moi, je viens d'une famille. Je vais vous dire quelque chose. Je viens d'une famille, Lorraine. Un des meilleurs amis de mes parents a découvert assez tard qu'il était né dans un Lebensborn. Vous savez ce que c'est que les Lebensborn? Ce sont ces orphelinats créés par l'Allemagne d'Hitler pour améliorer la race aryenne. D'accord? Ces enfants qui naissaient de personnes qui étaient estimées comme les plus aryens pour fabriquer une race aryenne, etc. etc. En Lorraine, parce qu'en 1945, quand à la fin de la guerre, ces orphelinats ont ouvert leurs portes, on ne savait pas très bien quoi faire de ces gamins. Beaucoup de Lorrains ont adopté ces enfants. Et je me dis souvent, en Lorraine, on a adopté les enfants de ceux qui ont tué nos grands-parents, nos parents, nos frères, nos fils. L'Allemagne, la Lorraine. En 1945, on a fait ça, on les a adoptés. Aujourd'hui, on n'est même pas foutu de rapatrier 250, 300 enfants de moins de 6 ans qui sont prisonniers dans des camps. J'arrête, mais c'est 10 classes de maternelle, en fait. Pardon, on parle... C'est complètement dingue. On parle de 10 classes de maternelle en 2019. 10 classes de maternelle. On a refusé de rapatrier 10 classes de maternelle. On est fou, on est dingue. Marie Dosé, juste pour qu'on soit bien précis, ce rapatriement massif qui était prévu, c'était à quel moment? Février 2019. Donc c'est... Au moment de la chute de Barousse. C'est donc après 2015. Je dis ça parce que c'est quand même l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que c'est pas, ils n'osent pas le dire, mais c'est quand même ça. Bien sûr. C'est quand même ça le truc. Hein, c'est de dire on va pas importer des petits Daesh. Non mais de toute façon, je vais vous dire, non mais évidemment, ils sont tous partis de toute façon. Les parents de ces enfants sont partis en 2013, 2014, 2015 et surtout en 2014. Bon, ensuite il y a les attentats de 2015 et la chute de Barousse, c'est janvier-février 2019, et donc ces enfants qui ont été emmenés par leurs parents ou qui sont nés sous Daesh, en tout cas au moment où la Syrie est occupée par Daesh, sont dans ces camps. Donc bien sûr, et vous avez raison de le rappeler, mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas dire que je sois macroniste, hein, mais Emmanuel Macron aurait excellé dans un exercice, celui d'une conférence de presse en février 2019. Du en même temps. Exactement. Ben oui. Février 2019, il fait une conférence de presse. Il explique pourquoi on rapatrie. Et il accentue, mais alors au maximum, sur le volet sécuritaire. On rapatrie parce que c'est extrêmement dangereux de laisser toutes ces personnes là-bas, parce qu'on crée quoi? De l'insécurité, parce qu'on crée quoi? De la radicalisation, parce qu'un jour ou l'autre, les portes des camps vont s'ouvrir, ces enfants seront dans la nature, les mères avec, les pères avec, parce que Daesh est tout autour des camps et n'a qu'un espoir, c'est de les récupérer. Bref, responsabilité, c'était d'ailleurs la phrase de Nicole Belloubet à l'époque. Nous avons choisi la responsabilité, donc le rapatriement. Et il aurait fait une conférence de presse pendant 1 heure, l'extrême droite aurait râlé pendant 2, 3 mois, 4 mois, et c'était fini, c'était terminé. Ça n'aurait plus été un sujet.
C'est ça le coche qui a été raté. Et après, c'est l'escalade. C'est l'escalade dans la mauvaise foi et puis surtout dans la lâcheté. Dans la lâcheté politique. Donc, vous l'avez dit, au moment où la France fait ce choix, la Belgique honore sa parole, la France déshonore la sienne, mais les autres pays aussi ont tous rapatrié ou pas. Je vais vous dire une chose. Il y a vous savez que vous nous en dites plein, des choses. J'arrête pas de dire... cette vous n'arrêtez pas de dire, je vais vous dire une chose. Il faut vraiment que j'arrête. Mais c'est pas grave. Mais vous savez... Mais le chat est là et le chat vous écoute. J'arrête de dire cette phrase. En plus, mon mari n'arrête pas de me dire, tu dis ça tout le temps, c'est insupportable. Excusez-moi. Merci. Vous le saluerez de ma part. Il a raison, c'est insupportable. Bref. Allez-y, dites-moi une chose. Bon. Vous voyez, j'arrive pas à me lancer après. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait une solution. L'Europe a eu la maturité, ou en tout cas l'ambition, de considérer qu'il fallait une solution européenne. Et les pays européens se sont réunis en disant on doit avoir une ligne européenne sur tous ces ressortissants et leurs enfants qui se trouvent actuellement au nord-est syrien. Donc la solution européenne, elle a été envisagée. Et c'est la France qui a bloqué. La France a bloqué en disant « nous, on ne rapatriera pas ». Et donc, pendant un certain temps, les pays se sont alignés derrière la France. Pourquoi ? Eh bien, parce que le plus gros contingent d'Européens, c'est le contingent français dans les camps. Vous avez d'abord la France, très, 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 très au-dessus, puis la Belgique, puis l'Allemagne, puis les autres pays. Mais comme la France avait un nombre très important de ressortissants majeurs et mineurs dans les camps, les autres pays se sont alignés dans un premier temps sur pas de solution européenne trouvée, ou en tout cas on suit la France qui refuse de rapatrier. Et puis petit à petit elle s'est émancipée de la France, et notamment la Belgique, qui a effectivement rapatrié ses ressortissants bien avant elle, et avant surtout d'avoir été condamnée à le faire judiciairement. Même chose pour d'autres pays. Il reste aujourd'hui, quand vous allez dans ces camps, comme moi j'y suis allée, c'est quand même assez affolant de constater au niveau européen qu'il n'y a plus quasiment que des enfants français, quoi. Il reste 120 enfants français, et je reviendrai sur les jeunes majeurs et mineurs parce que ça me rend malade, et une poignée d'Européens. Les camps. Il y a eu une tribune ces derniers jours de Patrick Baudouin et Françoise Dumont, qui sont avocats. De quoi les enfants nés en Syrie sont-ils coupables ? C'est le titre de cette tribune qui a été publiée dans Le Monde. Ils écrivent « Exposés au froid, à la chaleur, sous-alimentés, sans suivi médical ni psychologique, sans scolarisation, à la merci des bombardements turcs et d'infiltration de groupes djihadistes encore très présents dans la région. » Ça, c'est ce à quoi sont exposés les enfants. Vous êtes allé... alors, je crois que vous êtes allé aux abords des camps. Vous n'êtes pas rentré, si vous êtes rentré ? Moi, ça a été difficile, mais on y est arrivé. Je crois que c'est dès 2019. En tout cas, j'ai essayé de rentrer dans les camps de nombreuses fois. Je veux quand même qu'on sache que en 2019, des grands-parents merveilleux qui forcent l'admiration ont essayé d'entrer dans les camps. Ils sont partis avec d'autres grands-parents et une mission humanitaire et une ONG. Leurs 4 petits-enfants se trouvaient dans le camp Rouge. Les grands-parents européens sont rentrés. Les grands-parents français ne sont pas rentrés sur ordre de la France. La France a refusé que ses grands-parents rentrent dans les camps où se trouvaient leurs petits-enfants, contrairement aux autres pays européens. Et les grands-parents ont pu simplement toucher la main d'un de leurs petits-fils avant que les gardes kurdes les dégagent. La France, c'était ça. C'était non seulement on ne rapatrie pas, mais en plus, ni les ONG, ni les médecins, ni les psychiatres, ni la famille, ni les grands-parents n'avaient accès au camp. Parce que surtout, cacher cette horreur que vous ne sauriez voir. C'était quand même ça, en 2019. Nous, avocats, et notamment avec Avocats sans frontières France, et merci le coprésident d'Avocats sans frontières France, Mathieu Bagard, qui m'a beaucoup aidé dans ces missions, nous avons essayé à maintes reprises d'entrer, nous n'y arrivions pas. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé pourquoi ? C'est-à-dire que maintenant, je rentre avec Avocats sans frontières France. Pourquoi ? Mais parce que les Kurdes, ils appellent au rapatriement de ces majeurs et de ces mineurs depuis 2019, depuis 6 ans.
Ils ont un tout petit peu autre chose à faire que de s'occuper des prisonniers européens. Et ils n'arrêtent pas de dire, mais prenez vos responsabilités et rapatriez surtout ces enfants et ces mères dont on ne sait pas quoi faire. Et en réalité, il ne faut pas imaginer que les Kurdes gardent tout ce petit monde sans contrepartie aucune. D'accord ? Évidemment que soit ils sont payés sur les fonds secrets, soit on leur promet monts et merveilles, on leur finance tel hôpital, on leur finance telle structure. Les Kurdes de Syrie posent un véritable problème, par exemple, aux Kurdes d'Irak. Au Kurdistan irakien, ils ne peuvent pas se sentir les uns les autres. Parce que le Kurdistan irakien vous explique que les Kurdes de Syrie, c'est le PKK. Et la France vous dit que le PKK, c'est une organisation terroriste. Et là où c'est génial, c'est que finalement, on est en train de financer, en finançant l'entretien par ces camps, ou en tout cas la garde des Kurdes sur ces camps, on est en train de financer quelque part le PKK qui est considéré comme étant une organisation terroriste. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pendant des années, on n'a pas pu rentrer. Et là, maintenant, on rentre. Quand je dis on rentre, c'est très compliqué. On est reçu par les autorités kurdes de Syrie qui nous expliquent encore et toujours qu'il faut qu'on fasse pression sur les gouvernements pour rapatrier tout ce petit monde parce qu'eux n'en peuvent plus. Et puis, ensuite, on rentre. Donc je rentre dans ces camps, mais je rentre aussi dans les prisons et dans les centres. Parce que les gamins qui sont rentrés en 2018 à 6 ans dans ces camps, ils en ont 14 aujourd'hui. Et qu'à partir de 12-13 ans, les Kurdes retirent les adolescents, les gamins de 12-13 ans, des tentes et les emmènent dans des centres, qui sont en fait des prisons à ciel ouvert pour mineurs. Ils ne sont plus avec leur mère, ils ne sont plus avec leurs petits frères et sœurs, ils sont maltraités. C'est une catastrophe. On est allé les voir, ils sont tous blessés. Mais quand je parle de blessures de guerre. Il y en a un, j'enfonce mon doigt dans son crâne. Un autre multiplie les crises d'épilepsie, il est dans un état... On est allé le voir en février et en août. En août, il ne se souvenait pas de nous. Il ne se souvenait pas de nous. Et ses copains m'ont dit, vous savez, il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait la veille. Ils vont crever, hein, littéralement. Et alors eux, je vais même vous dire... quelque chose de terrible. Il y en a un qui a été oublié par la France. C'est-à-dire que la France a rapatrié sa mère et ses petits frères et sœurs qui étaient dans le camp, mais elle l'a laissé, lui. Elle l'a oublié. Ça fait 2 ans. Supermanagement vous demande dans le chat, ça donne envie de connaître la teneur du deal entre l'État français et les forces kurdes. Je sais que certains journalistes ont travaillé sur le sujet. Moi, je pense, objectivement, que je ne suis pas sûre qu'il y ait des financements sur les fonds secrets. Ça, je ne veux pas rentrer dans les trucs complotistes. Mais évidemment, je vais vous dire, en fait, à force, ces enfants sont des trésors de guerre. C'est logique. C'est logique. Ça fait 6 ans, 7 ans que les Kurdes disent rapatriez-les, débarrassez-nous d'eux. On n'est pas là pour s'occuper de ces enfants. On a d'autres priorités. Les Turcs n'arrêtent pas de nous bombarder. Les Kurdes de Syrie, pour les rencontrer, en veulent beaucoup à la coalition internationale. Ils se sentent complètement abandonnés, là. Plus Trump qui va dégager à partir du 20 janvier. Enfin, c'est une catastrophe. Et évidemment que, sans parler de financement, ces enfants et ces femmes deviennent un trésor de guerre. Et que l'Europe, ou en tout cas les pays concernés par cette problématique, soutiennent des projets, comme le financement, je l'ai dit tout à l'heure, d'un hôpital, d'une école, d'une infrastructure. Évidemment, c'est pas possible autrement. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire cet auditeur. Oui, ça donne envie de comprendre un peu les rouages, mais je pense qu'on les comprendra jamais. Est-ce que... La seule chose que je peux ajouter pour répondre, c'est que pendant des années, les Kurdes obéissaient aux Français. Quand les Français disaient les grands-parents, ils ne rentrent pas, les avocats, ils ne rentrent pas, on ne rentrait pas. J'ai même un jour, avec Avocats sans frontières France, nous avons organisé une délégation avec quelques parlementaires. Eh bien, les autorités kurdes de Syrie nous ont dit vous ne pouvez pas rentrer parce que la France refuse aux parlementaires l'accès au camp. Ce que je sais maintenant depuis 2 ans, ce que je vis, c'est que les Kurdes de Syrie se moquent du refus de la France de nous laisser rentrer. Donc, voilà, il y a quand même de l'eau dans le gaz dans les relations entre les Kurdes de Syrie et la France. Est-ce que vous avez envisagé, avec les familles, de demander à minima à la France de faire un petit travail humanitaire, c'est-à-dire d'envoyer des vivres, d'envoyer des cahiers, d'envoyer
C'est ça qui est extraordinaire. D'autres pays... Parce qu'on pourrait mais soulager bien la sûr, conscience mais avec bien ça, sûr. au moins. Et D'autres pays européens le font. Hein. D'autres pays, en tout cas, l'ont fait avant de rapatrier tout le monde. Ont effectivement, il y a même des délégations, et c'était normal, des délégations de certains pays européens avec des psychologues, avec des psychiatres, Bah oui. pour rendre compte de l'état de ces enfants aux autorités. Rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que jamais la France n'a envoyé une délégation de médecins là-bas, ou de psychiatres, ou de psychologues. C'est complètement fou. Et bien sûr non seulement on l'a proposé, mais moi je l'ai soulevé devant la Cour européenne. Quand on y va, on ramène des livres. Nous. C'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Est-ce que ces enfants, après on va venir sur la bataille juridique, la bataille du droit, mais restons sur les gamins, ces enfants, quand vous les voyez dans les camps, ou ceux qui sont revenus, vous parle-t-il de la France, du rôle de la France? Est-ce qu'il y a un ressentiment de leur part par rapport à la France? Puisque l'argument phare, c'est de dire on ne veut pas rapatrier ces gamins parce que c'est des terroristes en puissance. C'est ça, grosso modo. Voilà. Alors, eux, ils sont dans quel... Alors, première chose à dire, c'est que des centaines d'enfants sont rentrés depuis 2012, 2013, 2014, et que, c'est pas moi qui le dis, c'est le parquet national antiterroriste, aucun n'est un djihadiste en puissance. On veut juste le rappeler. C'est-à-dire que si encore, on avait sur les 200, 300 enfants qui sont rentrés, 200 enfants qui posent énormément de problèmes, qui attaquent tout le monde au couteau, mais même, enfin, je veux dire, le parquet national antiterroriste dit que le suivi se passe plutôt bien et que ces enfants vont plutôt bien et qu'ils ne posent pas de problème majeur. Donc en plus, vous avez Serge Effès qui les a suivis à partir de 2014 dit mais qu'est-ce que c'est que ce sujet qui n'en est pas un? Il a suivi ces enfants, il les connaît, il est pédopsychiatre et il dit mais enfin, ce sont des victimes de guerre. Les seuls traumatismes qu'il faut prendre en considération, ce sont des traumatismes de victimes de guerre. Bon, donc déjà, première chose. Et ensuite, quelle était votre question? Je suis perdue. Est-ce qu'ils ont un ressentiment? Voilà, quand je les vois. Quel... Alors, les tout petits, dans ceux que j'ai rencontrés, hein, les tout petits, c'est-à-dire ceux qui ont 6 ans, 5 ans, 6 ans, ceux qui sont nés dans les camps, quand ils parlent de la France, c'est un peu le pays merveilleux quand même. C'est la Tour Eiffel dont vous parliez tout à l'heure. Ouais, c'est le pays des couleurs, quoi. C'est, enfin, moi, j'ai quand même des gamins qui m'ont dit « tu m'emmènes, hein. Emmène-moi ». Bon. Ce qui veut dire aussi qu'ils ne sont pas élevés dans la haine de la France. Pas, en tout cas pas ceux que j'ai rencontrés dans les camps. Je vais vous dire, la vérité, c'est qu'à mon avis, il y a trois types de mères dans ces camps. Il y a celles qui veulent rentrer, mais qui n'y arrivent plus. Parce qu'au bout de 5 ans, 6 ans, de cette espèce de lien fusionnel délirant avec leurs gosses, elles vivent 24 heures sur 24 avec leurs gosses. Elles ont faim avec leurs gosses, elles ont froid avec leurs gosses, elles ont peur avec leurs gosses. Elles ne s'imaginent pas, elles n'arrivent plus à franchir le pas de « on rentre en France, je vais prendre 10 ans, 15 ans, dont 2 tiers de sûreté, et mes gamins seront placés à l'aide sociale enfance parce qu'il faut qu'on en parle. Je les verrai qu'1 ou 2 fois par mois quand je serai en détention. » Elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas à franchir ce pas-là. Il y a celles qui sont devenues folles, mais pas folles l'idéologie violente. C'est pas cette folie-là. Folle parce que psychologiquement, c'est trop. Parce qu'après 5 ou 6 ans, Daesh, parce que Barouz, parce que 5 ou 6 ans dans les camps, elles ne tiennent plus, et elles vont mal. Et une femme qui va mal, elle n'arrive pas à prendre de décision. Et puis, il y a celles qui sont très radicalisées, et qui le sont encore. Et moi, j'ai toujours pensé que celles qui étaient très radicalisées, il fallait sauver les enfants des mères. Comme on sauve certains enfants de certaines mères, ici, en France. Vous voyez ce que je veux dire? Et que de toute façon, il faut ramener tout le monde. Et notamment radicalisés par le sort qu'il aurait fait? Je sais pas. Ou on ne sait pas? Je sais pas. Enfin, en même temps, parfois je me dis, quand on va dans ces camps, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que de la boue, de la terre et des tentes. Quel programme de déradicalisation? Hein? Quel avenir pour le désengagement? C'est comme quand je vais en Irak voir Jemila. Jemila, quand même, qui a vécu pendant 2 ans dans cette prison infâme, terrible, je veux en parler, parce que là encore, on n'est même plus au nord-est syrien, là on est en Irak.
On est en Irak. Et les autorités irakiennes demandent à ce que cette femme condamnée à la perpétuité rentre en France. Même là, on n'y arrive pas. Une femme, pardon, elles sont deux femmes, qui a vécu donc avec sa petite fille dans une prison horrible où je vais, où les enfants sont en cage. Pas dans des cellules dehors, dans des cages. C'est ça que je vois quand je vais en Irak. Cette femme-là, même elle, la France ne la rapatrie pas. Et lorsque je vais dans cette prison, elle n'a pas le droit à un livre, elle n'a pas le droit à un stylo, elle n'a pas le droit à la télévision, elle n'a pas le droit à lire, elle n'a le droit qu'à une chose, c'est le Coran en langue arabe. Quel avenir pour les engagements. Donc c'est pas ça que je vous dis, c'est que quand on est dans le vide sidéral, qu'on a vécu ce qu'elles ont vécu, et qu'il n'y a absolument rien pour les tirer de l'enfer qu'elles ont vécu, le désengagement, il est difficile. Hein, il le serait pour tout le monde. Parce qu'à part la religion, ils ont quoi, là? C'est ça qui est génial. Moi, il y a 10 ans, 15 ans, vous m'auriez interrogé sur ce qui était fait en prison pour la déradicalisation, ce qui ne veut rien dire, mais on s'en fout, le désengagement violent, religieux violent. Je vous aurais dit, je suis très inquiète. Maintenant, je sais ce qui est fait dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation et dans les QPR, dans les quartiers de prise en charge de la radicalisation, notamment et chez les femmes. C'est extraordinaire. J'y étais encore samedi matin, Fred. C'est extraordinaire. Le travail qui est réalisé par les éducateurs, par les psychologues, par les référents cultuels, donc religieux, c'est extraordinaire. Nous avions reçu un invité, là j'avoue, son nom m'échappe, je suis désolé, dont le travail était celui-là, un philosophe. Mais vraiment, et je le sais parce que moi je les ai connues dans les camps. Toutes ces femmes qui sont rentrées et certaines que je défends, je les ai connues en 2019, la nuit. Dans les camps, je sais leur état d'esprit, je sais les progrès qu'elles font, je sais à quel point elles investissent la détention et à quel point elles sont merveilleusement accompagnées. Mais là, comment voulez-vous qu'on les aide quand, allez, une fois par an, des avocats sont autorisés à les voir 2 heures? Et pourtant, on a réussi à en convaincre certaines. Ça prouve qu'on a tout raté. C'est un immense gâchis, cette histoire. On a réussi, en y allant 2 ou 3 heures à 2 reprises, notamment au mois d'août, à en convaincre plusieurs qui représentent une vingtaine d'enfants. Et elles veulent rentrer. C'était pas si compliqué. Toutes ces femmes où on dit, vous vous rendez compte, elles veulent rester là parce qu'elles sont radicalisées. Il suffit de leur parler, il aurait fallu leur parler dès le début. Puis dès le début, je vais vous dire, elles ne se posaient même pas la question de savoir si elles voulaient rester ou rentrer. Hein. Elles rentraient, point barre. C'est ça le coche qu'on a raté. C'est celui-là, le coche qu'on a raté. Quel est le sort qui est fait aux enfants et aux mères quand ils et elles rentrent en France? Les mères vont où? Les enfants vont où? Et puis à un moment donné, il va quand même falloir parler des pères, hein, parce que les pères... Oui, bien sûr. Voilà. Alors, les mères descendent de l'avion avec les enfants. Les enfants sont séparés des mamans. Ce qui est très, très, très compliqué parce qu'on a beau les préparer à ça, les enfants ne vivent qu'avec leur mère. Et c'est, encore une fois, c'est 24h/24 et c'est dans une tente. On n'a pas supporté le confinement, nous. Non mais, à un moment donné, il faut essayer juste de comprendre. On n'a pas supporté le confinement. Vous imaginez ce que c'est que de s'occuper de tout petits enfants dans une tente? Il n'y a pas de porte. Un petit garçon qui est rentré, qui passait son temps, ne comprend pas, il est traumatisé, il ouvre une porte, il ferme la porte, non, il découvre la porte en fait. Il ne sait pas ce que c'est qu'une porte. Bon, bref. Donc la séparation avec la mère, elle est extrêmement douloureuse, quelle que soit la préparation. Les mères sont en garde à vue, placées en garde à vue à la DGSI s'il y a un mandat d'amener et pas de mandat d'arrêt, ou directement mises en examen. Et de toute façon, elles sont mises en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste et placées en détention provisoire tout de suite. Les enfants, eux, sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et ils vont d'abord, soit en foyer, soit en famille d'accueil, avant que des investigations soient réalisées dans les familles pour que les juges des enfants puissent être à même de les placer ou pas dans leur famille. Là, il y a eu un vrai problème. Je dis ce problème persiste, mais on commence quand même à progresser. La défiance envers ces enfants, elle ne s'arrête pas une fois qu'ils rentrent. Elle se poursuit. Et cette défiance, elle existe aussi envers les familles. Ben oui, mais on va quand même vérifier que les grands-parents sont pas, ou que l'oncle et la tante ne sont pas des gens radicalisés, que les enfants ne sont pas placés dans des familles qui ont pu poser problème, puisque leurs propres parents ont grandi dans des familles et sont partis. Et donc,
Il va y avoir tout un programme de suivi, d'évaluation, des entretiens, des expertises. Et tout au long de ces programmes, de ces entretiens, de ces expertises, les enfants attendent dans des familles d'accueil ou des foyers sans voir leur famille. Ce qui est un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'ils souffrent d'un syndrome abandonnique très fort puisque leur maman n'est plus là. Ils s'attachent à ceux qui les entourent, c'est-à-dire à leur famille d'accueil. Et quand 1 an ou 2 ans plus tard, on essaye de les faire passer de la famille d'accueil à leur famille d'origine, c'est un peu compliqué parce que les gamins ne supportent plus de ressentir à nouveau un abandon, quoi. Donc là aussi, je suis pas... les choses ont beaucoup évolué, quand même. Il m'est arrivé de réussir à obtenir un placement direct des enfants dans les familles. Voilà, enfin, ça c'était une immense victoire. Les enfants arrivent, je donne tous les documents. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut... Attention, il faut faire attention. Il y a des enfants, quand ils rentrent, les 2 familles se déchirent. La famille du père dit c'est à cause de ta fille si mon fils est parti. La famille de la mère dit c'est à cause de ton fils. Et moi, je veux les petits-enfants. Non, c'est moi qui les aurai. Donc là, effectivement, il faut placer l'enfant dans un milieu neutre et travailler avec les familles. Mais que n'a-t-on pas fait ce travail en amont ? Moi, j'ai tout fait pour saisir le juge des enfants et le parquet des mineurs avant leur retour, en disant mais faites le travail. Faites le travail maintenant, et une fois qu'ils rentrent, vous aurez des rapports précis et vous saurez quelle décision prendre. On sait que, la protection de l'enfance souffre d'un manque de moyens considérable. C'est pas à vous que je vais dire ça, tout le monde le sait. Il eût fallu travailler tout ça en amont. Eh bien non, le parquet des mineurs m'a dit « Nous sommes incompétents, le juge d'enfant, nous sommes incompétents tant que l'enfant n'est pas rentré. » Donc l'enfant rentre, on n'a pas suffisamment de moyens, donc on met un temps fou à mener des investigations nécessaires pour qu'un juge des enfants puisse prendre la bonne décision. Ce qui fait que l'enfant, lui, il est ballotté, il va pas très bien. Et puis surtout, et j'en termine, l'enfant, il ne voit pas assez vite et assez souvent sa mère. Ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Ne t'inquiète pas, ta maman est en prison, elle va très bien. Non, alors, l'enfant qui rentre de Syrie, la prison pour lui, c'est la prison noire kurde. Ils sont tous passés par la prison noire. La prison noire, c'est absolument horrible. Elles sont 50 dans une cellule, il y a 1 couche par jour pour les gosses, ils mangent pas, ils vont 10 minutes dehors sans leur mère, les violences sont quotidiennes, bref, c'est un cauchemar. Prison pour eux, c'est pas Fleury-Mérogis, c'est la prison noire, au nord-est syrien. Quand ils arrivent à Fleury-Mérogis, entre le parc des Schtroumpfs et Fleury-Mérogis, il n'y a pas beaucoup de différence, vous voyez ? Parce que l'image de la prison, c'est pas Fleury-Mérogis. Donc il faut les amener vite là-bas pour les rassurer. Un parloir famille avec la maman, pour eux, c'est pas une prison, en fait. C'est, je sais pas, c'est Disneyland. Donc il faut juste se mettre dans la tête de ces enfants et surtout savoir ce qu'ils ont vécu. Donc il faut vite qu'ils voient leur mère pour être rassurés. Et il faut qu'ils la voient avec des psychologues, avec des éducateurs, j'ai pas de problème, régulièrement, parce que le lien est trop fort. On va parler des pères, mais avant, j'aimerais vous demander, parce que c'est toujours des petites choses qui m'intéressent, sur la situation là-bas, sur les mères, les enfants, comme sur les enquêtes arrivées en France. Que font les services de renseignement ? Est-ce qu'ils sont... comment ils se renseignent ? Enfin, voilà, j'aimerais bien avoir un peu de tambouille là-dessus. Les services de renseignement, comment on peut dresser une liste comme ça aussi claire que celle que vous nous énonciez tout à l'heure, avec le nom de la mère, le nombre d'enfants, etc. Les services de renseignement, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils sont en Syrie, ils sont au nord-est syrien, et effectivement, ils ont recensé tous ceux qui sont arrivés et qui sont sortis de Barouz. Les femmes qui étaient dans les camps ont été régulièrement entendues par les autorités kurdes en présence de personnes qui se faisaient passer pour des Kurdes, mais qui étaient évidemment, elles ont tout de suite reconnu au vu de l'accent, des personnes du service de renseignement. Voilà, les services de renseignement travaillent, et heureusement. On se moque de nous, mais gentiment. J'arrête de boire nous dit « Je vais vous dire une chose. » Merci madame, et merci David pour cette interview. Oh mon Dieu. C'est bon, c'est très bon. Alors, les pères, on n'en a quasiment pas parlé. Pourquoi ? C'est quoi la situation des pères, etc. Alors, c'est horrible, hein, mais je vais vous dire la vérité. Quand en 2019, j'ai commencé à m'insurger sur cette question, et Henri m'a beaucoup aidé, Henri Leclerc, Henri et moi, je crois, on a lancé une pétition pour le rapatriement des enfants. On ne parlait même pas des mères.
c'était sous-entendu, mais on n'osait même pas parler des mères. Parce que la violence était telle, vous savez, moi j'avais 10 menaces de mort par jour au cabinet, hein, sur cette question-là. Aujourd'hui, et j'aimerais bien aussi qu'on arrête avec l'opinion publique, aujourd'hui j'ai 10 demandes de stage par semaine. L'opinion publique, c'est aussi ce qu'on en fait. L'opinion publique, quand on lui donne à bouffer le pire de ce qu'elle peut charrier, elle bouffe. Mais je peux vous assurer que sur cette question, moi, j'ai vu l'évolution. Alors évidemment, je ne vais pas transformer les fachos en non-fachos. De toute façon, c'est pas la peine, ça sert à rien. Oui, ils continueront. Mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai vu l'évolution. Le nombre d'étudiants en Master 1, en Master 2, qui consacrent leur mémoire au refus de rapatrier de la France, le nombre d'examens qui sont consacrés à l'arrêt de la Cour européenne sur la condamnation de la France, tout ça, ça existe. Et en tout cas, à l'époque, il fallait d'abord parler des enfants et ensuite des mères, parce que comme le politique avait les yeux rivés sur l'opinion publique et qu'on savait très bien que c'était à cause de cette... J'allais dire un gros mot, mais de ce sondage absolument immonde que ces enfants n'étaient pas sauvés et étaient sacrifiés, et il fallait donc faire attention, on ne parlait que des enfants, puis ensuite des mères. Les hommes, c'est vrai, sont arrivés ensuite. Mais les hommes... De toute façon, moi, qu'est-ce que vous voulez, je défends l'état de droit. Je rappelle quand même que tous sont en détention arbitraire. Il n'y en a pas un qui a vu un juge. Ils ne peuvent pas être jugés au nord-est syrien. Qu'on arrête avec ça. Ils vont être jugés, ça fait 6 ans qu'ils sont dans des cellules, qui n'ont jamais vu un juge. Pourquoi ? Parce que le nord-est syrien n'est pas un État souverain. Parce qu'ils ne peuvent pas être judiciarisés au nord-est syrien. Parce que là-bas, il n'y a pas de justice. Parce qu'on ne peut même pas leur notifier les mandats d'arrêt internationaux des juges français. Moi, je veux bien. On s'est doté en France de la justice antiterroriste la plus répressive qui soit au niveau européen. Hein, parce qu'il fallait répondre à l'horreur. Mais véritablement, allez en Belgique, vous allez voir. Donc, on se dote d'un outil super répressif pour finalement dire « Ah ben non, alors qu'ils ne soient pas jugés chez nous, ils sont trop dangereux, mais on est chez les dingues. » On préfère quoi ? Vous savez que ces prisons, elles ont été attaquées par Daesh. Il y a des djihadistes qui ont été libérés par Daesh. Donc, moi, je veux bien... Quelle est la logique de tout ça ? On paye des juges antiterroristes français. Quand vous dites libérés et aussitôt enrôlés. Oui, bien sûr. Ben, évidemment. Oui. On paye des juges antiterroristes français depuis 2012-2013 pour travailler sur des dossiers de personnes qui sont en prison en Syrie sans voir de juge pour finalement dire « Ah ben non, on ne va pas y se juger en France ». Vous savez que même les associations de victimes de terrorisme me soutiennent là-dessus. La FVT, Life for Paris, 13-11-15 me soutiennent sur le rapatriement de tout le monde parce qu'ils veulent des procès. Puis pardon, mais excusez-moi. L'histoire de cette radicalisation, c'est une histoire française. Ces gens sont français. Ils sont nés en France, ils ont grandi dans les écoles de la République, dans des quartiers français, ils se sont radicalisés en France. C'est notre histoire, il va falloir quand même qu'on la regarde en face et qu'on comprenne. C'est pas aux Kurdes d'essayer de comprendre tout ça. Moi, je veux bien que les Kurdes, victimes, puissent à un moment donné se constituer partie civile dans des procès en France, mais il faut que tout le monde rentre pour être jugé. Et c'est aussi une question de sécurité, puisque ceux qui risquent fort un jour d'être libérés malgré les autorités kurdes de ces prisons seront nécessairement enrôlés dans d'autres groupuscules terroristes. Parce que qu'est-ce que ça va devenir la Syrie ? Et surtout, qu'est-ce que va devenir le nord-est syrien ? Avec la Turquie, là. S'ils sont bien d'accord sur une chose, la Turquie et les Kurdes de Syrie, une chose, une seule, c'est le rapatriement. Vous avez un appel des Turcs, rapatriez tout le monde, vous les États étrangers, vous avez un appel des Kurdes de Syrie, rapatriez tout le monde, vous les États étrangers. On se comporte vraiment comme des enfants gâtés, en fait, je vais vous dire. Moi, ça me dégoûte. Quand je vais en Irak, quand je vais en Syrie, quand je vois ces pays qui n'ont plus les moyens de rien, qui sont en ruine, que cette guerre aux civils, je ne sais pas si c'est une guerre civile, c'est une guerre aux civils qui a été faite par Bachar pendant 10 ans, ces prisons insalubres, et on continue à dire non, c'est à vous de vous en occuper, c'est pas à nous, parce qu'ils ont choisi vous et pas nous. On se comporte comme des enfants gâtés de l'état de droit et de la démocratie, c'est tout. On se donne les moyens d'avoir des juges antiterroristes qui travaillent dans des conditions extraordinaires à Paris, pour finalement dire non, on ne veut pas les juger. Et c'est honteux. Honteux. Il me semble même que un des patrons des juges antiterroristes avait... David Depasse. David Depasse était coordonnateur des juges antiterroristes français en disant mais c'est complètement irresponsable. Pour des raisons de sécurité, il faut rapatrier tout le monde. Et il a raison, David Depasse. Donc on est bien d'accord, David Depasse, c'était à l'époque de cette déclaration le patron
des juges antiterroristes. Oui, c'était le coordonnateur des juges antiterroristes français. Il était un petit peu au courant, oui, de la situation. Il est un peu au jus, quoi, le mec. Mais de toute façon, les professionnels du contre-terrorisme ne disent pas la même chose, ne disent pas autre chose. Moi, je me souviens d'avoir une tribune, il faudrait que je la retrouve, que j'avais citée dans beaucoup d'écrits et dans mon bouquin Les victoires de Daesh. C'était extraordinaire. Les plus grands spécialistes du contre-terrorisme américain qui disaient ne faites pas la même erreur que nous, rapatriez tout le monde. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons fait après le 11 septembre, rapatriez tout le monde. Ne construisez pas des Guantanamo, ne construisez pas des prisons là-bas où ces gens seront d'autant plus dangereux qu'ils commettront les attentats de demain. Ne faites pas comme nous. C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous avez donc attaqué et eu gain de cause. Vous avez attaqué la France et eu gain de cause devant plusieurs juridictions. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce combat-là et des résultats que ça a donné ? Ça a acculé la France à rapatrier. D'abord, moi, j'ai constaté que devant la Cour européenne, le Quai d'Orsay pouvait mentir. Et il continue de mentir, d'ailleurs. Je vous le dis très clairement, parce que c'est quand même une... Devant la Cour européenne, le Quai d'Orsay a plaidé les opérations de rapatriement sont impossibles sur le terrain. En tout cas, très, très, très compliquées à mener. Pendant que les autres pays rapatriaient sans problème aucun. Eh bien, il y a encore quelques mois, le Quai d'Orsay, avant la situation, hein, avant la chute de Bachar el-Assad, le Quai d'Orsay n'a pas hésité à écrire « À moi, c'est beaucoup trop dangereux pour les militaires français de se rendre sur place, donc on ne peut pas les rapatrier. » À moi, qui était allé il y a 3 semaines, avec des grands-parents, avec 7 grands-parents, qui ont vu leurs petits-enfants. Et donc moi, je dis aux grands-parents, alors voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Le Quai d'Orsay explique que c'est beaucoup trop dangereux pour les militaires d'aller où nous étions il y a 3 semaines. Et donc, vous savez, le pire, c'est quand on est là-bas, on circule, on rentre dans les prisons, on rentre dans les camps, et on se dit, mais pourquoi on ne les prend pas, en fait ? Pourquoi on ne les prend pas ? Parce que c'est plus que de la mauvaise foi, en fait. C'est plus que de la lâcheté. C'est un mensonge d'État. Bon, maintenant, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères préciser la semaine dernière que les hommes, non, mais que les enfants, et donc les mères, c'était une exception, il fallait les rapatrier. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, parce que c'est maintenant, entre les bombardements turcs et le risque géopolitique que ces enfants courent, il faut aller là, c'est urgent là. Et en plus, c'est pas compliqué là, on va pas me dire que c'est compliqué, ça a été peut-être compliqué quand nous y sommes allés, mais alors là, c'est the place to be. Tous les journalistes, moi j'ai 10 journalistes par jour, oui bonjour, je vais rentrer dans les camps, vous pouvez me donner une liste de personnes à qui interviewer, excusez-moi, vous êtes journaliste aussi, ça commence aussi à me plaire. Non mais, je veux juste dire aux journalistes que interviewer des personnes prisonnières et partir ensuite, interviewer des personnes prisonnières et partir ensuite, dans ces pays-là, dans ce contexte-là, ça ne s'appelle pas un interview. La parole n'est pas libre. La parole que vous recueillez est celle que les gardiens kurdes veulent entendre. La parole que vous faites entendre est celle que les prisonniers du centre Orkesh peuvent sortir. Je m'exprime mal, mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut considérer que les témoignages sont des témoignages libres. Ce sont des paroles de prisonniers. Et je ne vous dis pas ce qui se passe une fois que les journalistes sont partis. Parce que moi, par exemple, au centre Orkesh, les jeunes majeurs, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, vous savez, après, on nous demande qu'est-ce qu'on a dit aux journalistes, ils ne nous croient pas quand on leur a dit que tout allait bien, etc., etc., etc. Moi, je suis partie avec des journalistes au centre Orkesh. À un moment donné, j'ai dit aux journalistes, maintenant, vous coupez les caméras, stop. Puis je vais parler avec mon client. Alors, il me semble qu'il faudrait aller vérifier, mais dans la charte des journalistes, on ne doit pas interviewer quelqu'un qui n'est pas libre de sa parole, sauf à préciser qu'il n'est pas libre de sa parole. Mais je me doute bien que dans les 2 minutes de télé, ce ne sera pas précisé. Et puis, c'est pas ce qu'on va retenir. Bien sûr. Non, mais là, on entendait ce prisonnier français en Iran ce matin sur les antennes de France Culture. En tout cas, le message qu'il envoie, qu'il a enregistré, qu'il envoie pour expliquer ses conditions de détention et les conditions de détention des 2 autres Français prisonniers en Iran d'ailleurs.
l'heure, c'est complètement différent. Là, il lance un appel. Mais Bien moi, sûr. je sais comment ça se passe, par exemple, dans les camps. Les journalistes sont dans ce qu'on appelle la maison jaune, qui est la maison de l'administration kurde. Et puis, on va chercher ces femmes. Non, je veux pas y aller. Eh bien, si, tu viens quand même. Et puis, on les met aux journalistes et dit, vas-y, réponds aux questions. Vous imaginez bien que c'est compliqué. Alors évidemment, en plus, on a l'image de la femme qui porte le voile intégral. Il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle rentre parce que je sais même plus quelle information et quelle image de tout ça on est en train de donner. La réalité est tellement différente. Il y a quelques femmes qui ont été placées sous contrôle judiciaire depuis leur rapatriement. Il y en a une qui est boulangère. Il y en a une qui travaille dans une entreprise. Il y en a une qui fait une formation comptabilité. Elles vont merveilleusement bien. Et celles-là, on ne les filme jamais. Il y a une femme, un magistrat instructeur m'a dit « Cette femme est la colonne vertébrale de tous les dossiers antiterroristes. » Mais en fait, on est con, on aurait dû les inviter ce matin. Ouais. Bah, si vous voulez, un jour, on monte si vous voulez, on peut faire ça. Ouais, sans image et en changeant la voix, oui. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un peu une autre image et un autre regard que celui qui nous est asséné, oui. Je ne suis pas en train de vous dire qu'aucune de ces femmes n'est encore prisonnière d'une idéologie radicale violente. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que tant de femmes que je défends ont d'abord et avant tout été traumatisées par ce qu'elles ont vécu sur zone. Vraiment. Vraiment. Et celle-là, on ne veut pas en entendre parler parce que ça ne colle pas avec l'image qu'on nous a assénée pendant des années pour justifier le non-rapatriement. Je vais peut-être terminer l'entretien avec cette question. Enfin, on a une question rituelle que je vais vous poser, mais avant, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit moi je défends l'état de droit. Et le problème, c'est que c'est au nom du droit que tout ça existe. Je veux dire, c'est la République française qui se drape dans ses intérêts et qui a l'état de droit pour elle qu'on arrive à cette situation. Non, elle l'a pas. Le vrai problème que j'ai, c'est que je constate que la fameuse phrase de M. Retailleau, on a quand même un binôme extraordinaire, hein, M. Retailleau et M. Darmanin, c'est magnifique. La fameuse phrase de M. Retailleau qui dit « l'état de droit n'est pas sacré » résonne de plus en plus. L'état de droit, c'est celui qui respecte une décision de la Cour européenne. Il continue à violer la Convention européenne des droits de l'homme et il ne respectera pas l'arrêt de condamnation. J'ai saisi à nouveau, je suis encore à nouveau en train de saisir les juridictions administratives, le Conseil d'État, et je les ferai condamner à nouveau par la Cour européenne. Mais l'état de droit, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, l'état de droit n'est plus sacré. Ou en tout cas commence à ne plus le devenir. C'est contre ça qu'il faut se battre. Retailleau n'étant que dans la suite logique de Darmanin, qui lui-même avait plusieurs fois expliqué dans d'autres dossiers que le droit européen, mais vous savez, j'ai prêté serment il y a 25 ans, je crois, à peu près, et la première tribune que je signe, c'est avec Françoise Cotta, et ça s'appelle « Populisme pénal ». Tous les populismes commencent par populisme pénal. Et pendant 20 ans, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, c'est cette culture-là, en tout cas, cette instrumentalisation de la justice-là, faire de la justice un outil de communication politique. Voilà. Transformer la justice pénale en fait divers. Voilà. Bref, sombrer dans le populisme pénal le plus crasse pour arriver au populisme. C'est ce qui s'est passé en 20 ans. On n'y est pas arrivé. Moi, j'ai eu le sentiment d'un immense échec de mon côté. Dès lors, pourquoi continuer à croire en l'état de droit si lui-même ne croit pas en lui-même ? Je dis ça de manière générale, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas un peu tendre finalement ? Alors, d'une manière générale, est-ce qu'on n'est pas un peu tendre ? On peut défendre l'état de droit sans être tendre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, j'ai pas le sentiment, dans mes propos, d'être tendre avec les autorités politiques. Mais je ne vois pas d'autre issue que l'état de droit. Mais voyez, regardez là. Par exemple, je pense, et j'ai toujours considéré, qu'on ne combattra le terrorisme que par l'état de droit. Que par l'état de droit. Et qu'à un moment donné, l'état d'urgence, par exemple, pour moi, n'était pas un état sans droit. Mais il était un état
d'une insuffisance de droit, et notamment de l'insuffisance du juge judiciaire. Et je me suis battue, notamment au moment de la COP 21, pour qu'on limite devant le constitutionnel l'objet de l'état d'urgence. J'ai échoué. Il ne faut pas renoncer à cette bataille-là. Et moi, je défendrai jusqu'au bout, becs et ongles, l'état de droit, parce que je pense que c'est notre seule arme contre le terrorisme et le populisme. Question rituelle, question de fin d'émission. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h20 ce matin? C'est tout moi, ça, je me renseigne jamais sur les questions avant. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous avons librement parlé, et ça fait du bien. Nous avons pris le temps de parler, et ça, c'est non seulement un luxe, mais plus que ça n'existe plus. Moi, j'ai généralement 10 minutes, un quart d'heure, donc ça, c'est merveilleux. Et puis, j'espère que nous avons convaincu, et j'attends de ne plus être seule. Donc, j'espère que ce matin, nous avons fait en sorte de ne plus être seuls sur cette question. Des gens qui voudraient vous aider, qui sont en direct ou qui vont écouter le replay, s'ils veulent vous aider à être moins seuls, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a des associations, il y a des collectifs. Il y a le collectif des familles unies qui regroupe les grands-parents, les oncles, les tantes de ces enfants détenus dans les camps. Je voulais terminer sur eux, d'accord? Parce que j'ai une immense admiration, un immense respect pour ces gens qui ont vu leurs enfants partir en 2012, 2013, 2014. Quand les attentats nous ont tous meurtris, eux, il y avait une double meurtrissure. La même que la nôtre, mais celle aussi de savoir que peut-être leurs enfants étaient dans ce groupuscule responsable de ça, dans ce groupe terroriste responsable de ça. Et combien de ces grands-parents ont fait croire à leurs amis, leurs voisins, que leurs enfants étaient partis faire des études à l'étranger. Enfin, ces 10 années-là d'horreur. Et puis enfin, en 2018-2019, ça s'arrête. Daesh tombe. Et ils se disent, voilà, non seulement nos enfants vont être jugés, vont rentrer, mais surtout nos petits-enfants sont sauvés. Eh bien non. Les petits-enfants, leurs petits-enfants sont dans des camps. Et ils se battent à nouveau depuis 6 ans pour tenter de les faire rentrer en France. Ils sont d'un courage incommensurable. Et je veux juste dire, moi, aux autorités françaises, qu'un grand-parent, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante ne lâche jamais, jamais les enfants. Donc ces enfants ne seront jamais des enfants fantômes, ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils ne les lâcheront pas. Grand témoignage poignant, merci madame, vous dit Roland Framboise Duval. Bravo et immense respect et merci à cette admirable avocate humaniste. Bravo et merci, vous dit Opus. Merci, prenez parce que ça fait du bien quand même. Merci, grand travail. Oui, un grand merci, madame, nous dit Sunmom. Habibo nous dit merci beaucoup, c'était dur mais nécessaire. Voilà. Alors, comme vous avez la fâcheuse tendance à vous perdre, je vais d'abord faire une photo de vous pour la vignette. Ensuite, je vais vous raccompagner. Merci. Puis moi, je vais revenir avec les copines et les copains du chat. Mais je vous raccompagne à l'ascenseur. Je fais votre photo. On peut lancer la pause, mon cher Nayan, et puis je reviens dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci à vous. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.